Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo centrée sur les comics. Et cette fois-ci, on va parler de cette œuvre-là, DCKO. Donc, je vais vous faire une petite critique sur cet événement des DC qui a duré, enfin qui est sorti en France, qui nécessite 3 tomes pour être complète. Et je vais donc vous parler de ce que j'en ai pensé, selon des critères basés sur la menace cosmique, le respect des persos, parce qu'il y a énormément de personnages dans cette œuvre, et la cohérence de l'intrigue globale, qui peine. On va pas mentir, c'est alors la promesse de DCKO, je vais vous la faire vite fait, c'est qu'il y a un tournoi entre les différents héros pour sauver la Terre de la menace Darkseid. Darkseid comme menace de terraformer la Terre par une machine qu'il a plantée sur Terre au moment où il l'a recréée, je crois. J'y reviendrai plus tard parce que c'est un truc, je vais finir la vidéo là-dessus. Voilà, cette machine a besoin d'un champion pour pouvoir concurrencer Darkseid et empêcher la terraformation. Donc pour être le champion de la Terre, ou de cette machine plutôt, il faut la machine Omega, je crois, ça s'appelle. Bon bref, il faut être le champion d'un tournoi. Donc le tournoi, je crois que c'est 50. Je sais plus s'il y a un nombre défini ou si tout le monde peut y participer, mais en fait vous pouvez pas y entrer parce qu'il y a une sorte de timer au niveau d'une porte ou un truc comme ça, je sais plus, une porte cosmique. Je crois, enfin, il y a un certain nombre de participants, en fait, on s'en fout du nombre, clairement, parce que cette justification de tournoi, ça va chercher tellement loin que j'ai pas pu m'empêcher de faire un roulement enfin, lever les yeux aussi en mode, oui, d'accord, fallait justifier, donc vous avez trouvé cette justification là, ok, très bien, allez, ouais. On va dire que oui. Allez, ça passe parce que faut que ça soit fun, mais c'est tout quoi. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'en fait donc c'est Scott Snyder qui a écrit ça. Je crois que c'est le scénariste principal, il me semble. Mais j'ai peur de dire des conneries parce qu'il y a également Joshua Williamson qui a l'air d'être dessus. Mais c'est vraiment, enfin, cet aspect-là de l'intrigue, c'est purement du Scott Snyder, c'est vraiment du jusqu'au boutisme et briser un peu, enfin, cette idée de briser un peu le quatrième mur pour en foutre plein la gueule au lecteur en mode ah ouais, pour que vraiment le lecteur soit impliqué en mode ah ça va être cool, ouais, limite on saute sur place en mode ah ça va être trop bien, il va y avoir de la baston, c'est un peu bas du front. Enfin, je trouve que c'est un peu trop bas du front, pour être tout à fait franc. Donc la promesse, dès la promesse, j'étais pas forcément impliqué dans le livre. J'étais en mode, oui, allez, vas-y, allez, monte. Je te laisse ta chance parce que de toute façon j'avais acheté les 3 tomes, mais je fais bon allez, je te laisse ta chance, vas-y, on va voir ce que tu proposes. Comment je pourrais dire, par où je pourrais débuter? Parce que au niveau de l'intrigue, je vais débuter par l'intrigue. Le problème principal, c'est que comme c'est un tournoi basé sur plein d'affrontements entre différents héros et des vilains, parce que les héros en fait se sont dit ouais, du coup ce tournoi on veut quand même être sûr que ce soit quelqu'un de bien ou l'un d'entre nous en tout cas qui gagne. Donc on va enfermer les vilains. Sauf que pour une raison qui a échappé aux héros, enfin non, c'est pas ça que je devrais dire ça. Les héros ont été tellement intelligents. Encore une fois, c'est vraiment le côté bas du front de cette intrigue. Les héros étaient tellement intelligents qu'ils ont enfermé les vilains quelque part, sans aucune surveillance. C'est-à-dire qu'ils les ont enfermés, ils se sont dit oh allez, c'est bon, c'est bon, on a enfermé les pires vilains qu'on ait jamais affrontés dans cette. Je crois que je suis pas sûr, mais je crois que c'est dans la zone fantôme, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, je crois que c'est dans une dimension parallèle qu'ils les ont enfermés. Mais ils les ont enfermés et après ils se sont dit, allez, c'est bon, c'est sûr qu'ils vont pas sortir. Il y a aucun souci. Il y a pas Lex Luthor, il y a pas le mec le plus intelligent, il y a pas Joker qui est fourbe, etc. Non, c'est sûr qu'ils sortiront pas. Donc, allez, on fonce vers le tournoi sans regarder derrière nous. Ah, merde, les vilains apparaissent. Ça, on s'y attendait pas. Donc le problème, c'est que du coup, vous avez des affrontements entre héros et héros vilains, et même parfois, je crois qu'il y a vilain. Et le problème de tout ça, c'est que quand vous avez des chapitres entiers basés sur des affrontements très ciblés, l'intrigue en prend forcément un coup parce qu'en fait, c'est haché en fait comme rythme. C'est-à-dire que vous passez d'un affrontement à un autre, mais avec des personnages qui n'ont rien à voir. Vous suivez pas le même personnage qui affronte plusieurs autres personnages sur différents tomes. Alors sur différents chapitres, pardon. Alors oui, le fil rouge, c'est Superman. Vraiment, Superman est le personnage principal de cet événement. Mais au milieu d'un affrontement de Superman, enfin, vous avez le droit à un chapitre avec Superman qui affronte, je crois qu'il affronte Atom à un moment, Captain Atom.
Et puis à côté, vous avez le chapitre d'après ou celui d'avant, je sais plus, vous avez Harley Quinn contre Zatanna. Et vous dites là, enfin, vous regardez ça, vous dites, oui, d'accord, ok, c'est sympa de voir ces personnages-là, mais déjà, enfin, il y a des séries, ces personnages-là ont leur série propre, ou, enfin, surtout Harley Quinn, parce que Zatanna, pas forcément, mais bon, vous avez compris le principe. Mais surtout, vous savez que ces personnages-là n'ont aucune chance de gagner le tournoi. Donc en fait, si c'est juste pour faire de la figuration, ça fait juste casser le rythme de l'intrigue. Et ça, c'est vraiment rébarbatif dans les deux premiers tomes. C'est vraiment, ça tire l'intrigue en longueur. Et vous êtes là, vous dites, ouais, mais enfin, c'est d'accord, ok, ouais, je regarde ces combats, mais vraiment, je les regarde. Je m'y intéresse pas. Et c'était vraiment mon cas pour la majorité des combats de cette œuvre, parce que je savais que les personnages n'avaient aucune chance d'aller au bout du tournoi. Et de toute façon, enfin, même les auteurs, quand ils le mettent, ils savent très bien que ces personnages n'iront pas au bout. C'est juste vraiment les mettre pour faire plaisir à d'éventuels fans ou montrer leur amour de l'univers, parce que oui, on sent qu'il y a vraiment de l'amour pour cet univers-là, de l'attachement. Mais là, je trouve que c'est un peu l'attachement va un peu se transforme un peu en hey, t'as vu, moi je connais tout de DC, j'ai même des références obscures à certains personnages, et vous voyez apparaître ces personnages-là, vous dites oui, d'accord, ok, oui, c'est très bien, ouais. Ah, disons, je m'attendais pas à ce qu'il apparaisse, sauf que il va crever dans la page d'après. Ah, bah, il crève dans la page d'après. Enfin, j'exagère un peu parce que je suis pas sûr qu'il y a des personnages là comme ça qui apparaissent et qui meurent dans la page d'après, mais dans le chapitre d'après, oui. Parce que oui, des personnages meurent dans cette série, mais enfin, les vilains ne meurent pas. Les vilains ne meurent pas. Les héros meurent, mais en fait, ils meurent pas vraiment parce qu'ils deviennent des statues. C'est-à-dire que vous voyez des personnages se faire planter, etc. Oh la vache, ah ouais, je pensais pas qu'ils allaient faire ça à tel personnage. À la fin du chapitre, en fait, vous voyez ils sont transformés en statues parce que, évidemment, du coup, à la fin, enfin, la machine qui provoque le tournoi est capable de réécrire l'entièreté de la réalité. Donc, évidemment, elle sauvegarde ceux qui sont morts. Donc, au final, on a le syndrome de la menace cosmique propre aux comics, pardon, qui est que oui, alors, il y a une menace qui menace, enfin c'est une menace qui menace la Terre, l'univers et même les univers tout entiers, mais personne ne meurt. C'est quand même pratique. Donc on croit pas du tout au danger de l'intrigue et à partir de ce moment-là, en fait, l'intrigue elle est viciée, c'est-à-dire que même quoi qu'il arrive, vu que vous croyez pas au danger, bah, vous voyez pas la menace qui plane sur la Terre parce qu'au final il n'y a pas de menace qui plane sur la Terre. Vous savez que ça va bien se finir. Euh, et peu importe qui participe au tournoi, peu importe ce qui arrive aux héros, à partir du moment où vous les voyez en statut, vous savez qu'ils vont revenir à un moment ou à un autre. C'est même pas du spoil, vous voyez, enfin, c'est évident. C'est évident. Alors du coup, le, enfin l'aspect Scott Snyder encore une fois s'amuse avec certaines choses, c'est-à-dire qu'il barre certains personnages. Enfin, vous voyez, il y a un arbre de tournoi comme dans un sport en fait. Comme au tennis, ça peut le faire. Et vous voyez qu'il y a des personnages qui sont barrés parce que oh, il y a un autre personnage qui est apparu en trichant, mais c'est pas grave, il a accepté. Enfin bon, bref, c'est encore une fois, c'est un peu pas du front, j'ai trouvé. Et c'est l'aspect fun. Oh, c'est fun à lire. C'est pas fun. Honnêtement, c'était pas super fun. Euh, Ouais, je vais revenir vite fait sur le tournoi en lui-même parce que s'il existe bien, oui, il y a bien des rounds et les règles changent au fur et à mesure du tournoi. C'est-à-dire qu'au début, c'est du 1 contre 1. Non, au début, c'est du temps. Vous avez un certain temps pour accéder au tournoi. Après, c'est du 1 contre 1 que vous voyez pas. Je crois que vous le voyez pas. Après, ça devient un objet. euh, Enfin, à un moment, ça devient une course à l'objet caché dans enfin, alors, c'était pas. Enfin. J'ai pas très bien compris si c'était dans les entrailles de la Terre ou si c'était dans une réalité alternative, mais il y a des objets cachés, voilà. Donc vous avez des objets divins, en tout cas qui ont des pouvoirs divins qui sont cachés. Il faut les trouver. C'est vraiment l'intrigue comme quand je la raconte par Econ, mais c'est parce que c'est con. Hein, c'est vraiment à des moments c'est vraiment le syndrome du good enough quoi. C'est vraiment oh j'ai une idée, ouais comment je peux l'intégrer à l'univers DC et à mon tournoi. Hmm. Si je fais ça, ouais, c'est pas mal. Allez, vas-y, ça suffit, c'est bon, ça fonctionne. Et voilà. C'est un peu, oh, allez, c'est jeté par-dessus l'épaule. Euh, donc voilà, ça rend l'intrigue ouais, lente parce je crois qu'il y a
4 rounds, je crois, jusqu'au combat final. Et ces 4 rounds, enfin, je vais pas vous mentir, sont un peu, ouais, c'est vraiment indigeste en fait. Il y a des moments où j'étais en mode, oui, enfin, passe à autre chose. On sait très bien comment ça va se finir, allez avance. Et il y a des moments où il y a des personnages qui gagnent, vous dites, non, c'est pas logique en fait. Non, non, j'y crois pas. Vous avez juste fait ça pour coller à votre intrigue, au plan que vous aviez de base, mais c'est pas logique que tel personnage gagne. Alors, j'ai pas été regarder s'il y avait des votes à la façon un peu, vous savez, à l'époque DC avait fait ça avec la mort de Jason Todd, où il fallait que les gens votent si Jason Todd mourait ou restait en vie. Là, je sais pas s'il y avait des votes pour savoir qui devait gagner ou des choses comme ça. Honnêtement, j'ai pas regardé parce que peu importe en fait le mode de fonctionnement, je pense que quoi qu'il arrive, Scott Snyder était tellement parti dans l'idée c'est fun, c'est pas du fond et de toute façon ça aboutit forcément à un combat entre Superman contre Darkseid que peu importe au final les votes, en fait, vraiment peu importe qui arrive en demi-finale ou quoi que ce soit, c'est forcément Superman qui va arriver en finale. Vous voyez, c'est un peu comme si c'était un complot. On a beaucoup parlé du complot à la Coupe du Monde pour l'Argentine. C'est un peu comme si c'était un complot réel. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, les dés sont pipés, c'est forcément Superman contre Darkseid à la fin. Donc peu importe ce que vous voyez avant, c'est forcément Darkseid contre Superman à la fin. Donc c'est vraiment bas de plafond et on te fout des héros contre des héros, ce qui fait que les combats sont pas forcément idéologiques. C'est-à-dire que c'est vraiment le hasard du tirage au sort les fait s'affronter et les auteurs se disent ouais mais pour pas que le combat paraisse gratuit il faut quand même qu'il y ait deux visions du monde qui s'affrontent, que ça fasse un peu voilà, qu'il y ait un peu une raison derrière ce combat là, ou en tout cas que les personnages évoquent leur motivation. Alors vous avez oui certains combats qui sont j'allais dire épiques mais même pas non, c'est pas vrai. Et il y a certains combats qui sont surprenants, voilà, qui sont surprenants, où vous dites ah ouais du coup tel personnage affronte tel personnage, et en plus c'est même pas des affrontements en vrai en y repensant c'est encore plus bas de plafond, c'est même pas des affrontements le premier qui tombe perd, non là c'est au meilleur des 3 rounds, donc best of three, donc en fait un personnage va tuer un autre personnage, la machine va le faire réapparaître et en plus après les deux personnages peuvent choisir leur skin. C'est littéralement ça. Hein. C'est littéralement ça. Les personnages peuvent choisir leur skin, donc ils choisissent leur version préférée, leur costume préféré, là où ils avaient le plus de pouvoir. Par exemple, je pense notamment au combat Superman contre Captain Atom. J'ai réussi à en parler, qui est emblématique vraiment de ça, qui représente parfaitement ça. C'est-à-dire que vous voyez un moment toutes les versions de Captain Atom qui ont existé, toutes les versions de Superman qui ont existé, et ils doivent choisir cette version-là. Enfin, leur version préférée ou la version qui est la plus logique par rapport à qui ils affrontent. Enfin, c'est vraiment l'aspect ouais, jeu vidéo, mais vraiment bas du front. C'est-à-dire qu'en plus, ça n'a pas forcément une cohérence parce que enfin, pourquoi ils vont s'ils se choisissent une version différente d'eux-mêmes, ils sont plus vraiment eux-mêmes. Donc comment ils peuvent rester eux-mêmes? Vous voyez, je sais pas si c'est logique ce que je veux dire, mais le Superman de la Terre 1 de 2016 n'a pas le même vécu normalement que le Superman de Terre 2 de 1960. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas les mêmes motivations, ils n'ont pas les mêmes souvenirs, ils n'ont pas interagi avec les mêmes personnages. Donc comment ce Superman là peut choisir celui de 1968? Encore une fois, j'ai des conneries, hein. C'est vraiment pour l'exemple. Et rester lui-même. Normalement, non. S'il choisit cette version-là, il doit devenir ce personnage-là. C'est pas, encore une fois, ça ne devrait pas être un skin. C'est pas logique. Mais là, c'est logique. Et puis, on cherche même pas à justifier. C'est vas-y, choisis la version que tu veux pour affronter tel personnage. Donc voilà, les affrontements sont encore une fois, oui. Alors du coup, vous avez Captain Atom contre Superman. Alors le combat est très bien et vous voyez du coup les héros qui se trucident parce que de toute façon il n'y a aucune conséquence. Ils vont réapparaître. Alors ça ils savent pas qu'ils vont réapparaître, mais nous en tant que lecteur on le sait. Donc même si on se dit ah ouais là ça va loin, on se dit ouais mais en final ils réapparaissent, donc on s'en fout de ce qui se passe. Et puis comme il va y avoir une réécriture finale à la fin, vu que c'est comme tous les événements d'essai, ça aboutit sur un reboot ou en tout cas un soft reboot de l'univers, bah, c'est pas grave que tel personnage ait tué tel personnage parce qu'il s'en souviendra plus au moment du reboot. Donc encore une fois, il n'y a aucune conséquence. Donc on est vraiment dans le syndrome de la menace cosmique des comics,
Le monde meurt, les univers meurent et s'effondrent sur eux-mêmes, mais c'est pas grave. Est-ce que je vais jusqu'à spoiler ou pas? Non, je vais juste continuer sur cette intrigue parce que dans le livre, en plus de l'intrigue principale qui est donc qui s'appelle juste DCKO, hein, donc je crois qu'il y en a, je sais plus combien il y a deux chapitres de DCKO. Je crois qu'il y en a 8, il y en a pas tant que ça. Il y a des side stories, donc vous avez donc Titan, DCKO. Donc c'était comment les comics Titan réservés aux Titans qui donc ont fait des ouais, enfin voilà des sortes de spin-off sur l'intrigue. Et je prends Titan parce que c'est pas anodin, c'est la side story qui traîne le plus en longueur, qui est la plus désagréable à la suivre. Alors elle est centrée sur les Titans. Eux, leur but c'est pas de participer au tournoi, c'est de sauver l'humanité parce qu'ils ont une semaine avant que le tournoi se déclenche. Et en une semaine, ils arrivent à créer des vaisseaux spatiaux coloniaux qui sont capables de. Alors je crois qu'à la fin du livre, c'est de faire évacuer un truc comme 6 ou enfin entre 4 et 6 milliards d'êtres humains, je crois, en une semaine, comme ça. Donc les vaisseaux, ils ont le temps de les créer en une semaine, même pas une semaine d'ailleurs, parce que je crois que c'est au bout du 3e jour, ils ont déjà évacué la moitié de la population terrestre. Dans des vaisseaux, voilà, comme ça. Donc encore une fois, le côté vraiment pas du front, c'est la logique, ta gueule. Il n'y a pas de logique, on est dans un comic, fait pas chier. Mais là, là, je trouve que ça allait vraiment trop loin. J'étais en mode, vraiment le roulement des yeux, quoi. J'étais en mode, ouais, non, allez pas nous faire croire que c'est possible, ça. Enfin, non. Non, c'est pas possible. Alors, il y a bien des gens il y a bien des humains qui protestent parce que quand même, faut quand même qu'il y ait des gens qui protestent parce que même si des super-héros vous disent faut évacuer la Terre parce que là dans une semaine elle n'existe plus, j'aurais comme du mal à croire que l'entièreté de la population se dise ouais vas-y, moi je vais monter dans ce vaisseau qui va m'emmener en plus on ne sait où parce que il n'y a pas de destination, je crois. C'est vraiment un vaisseau en mode allez, on part, mais on ne sait pas vers où. Hein. Bonne chance. Abandonnez tout ce que vous avez, toutes vos possessions, toute votre vie, montez dans ce vaisseau et puis on verra. C'est vraiment ça en plus. Hein. Mais du coup, il y a bien un groupe d'humains qui se plaignent, hein, mais c'est vraiment, je crois, ils sont une vingtaine. Allez, non, ils sont peut-être une cinquantaine à l'image. Vous dites, mais non, il peut pas en avoir que 50. Enfin bon, encore une fois, c'est ma faute. Je cherche la cohérence et je cherche la logique et je cherche ça dans un truc qui est fun. Il faut que ce soit fun, les combats. Voilà. C'est. Alors, pour revenir vite fait sur les combats, juste parce qu'il y a quand même quelques personnages qui sont assez. Est-ce qu'ils sont si sympas que ça? En fait, on voit Swamp Thing à un moment. Son combat contre un héros est sympa parce que c'est le personnage qui est le plus respecté, je trouve. Zatanna, par exemple, elle affronte Harley Quinn à un moment. Enfin, je suis désolé du spoil. Le combat était chiant parce que les deux se foutent sur la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait une des deux qui décide. En fait, non. Je vais pas me battre parce que je sens que j'aurai pas le niveau pour aller plus loin. Et vous dites, bah ouais, mais enfin, du coup, pourquoi vous avez fait un chapitre entier sur ça? Enfin, le combat n'a pas de sens. Vous avez juste fait 2 rounds en mode, ah, on s'est foutu sur la gueule. Ah ouais, mais non, maintenant que du coup, il ne reste plus que 3 pages pour finir le chapitre, vas-y, c'est bon. J'abandonne. C'est un peu ça, quoi. Vraiment. Et il y a plusieurs combats comme ça où. Alors, il y a également tout l'aspect. À la limite, l'aspect sur Batman qui est prisonnier d'une version alternative peut être marrante. Et encore vraiment, en fait, non, pas tant que ça. En vrai, je suis désolé, pas tant que ça. En fait, plus j'en parle de cette œuvre, plus je me dis, mais elle est pas si bien que ça. C'est-à-dire qu'au début, quand je l'ai fini, je me suis dit, ouais, oh, c'est mid, quoi, vraiment. Mais là, plus j'y pense, plus je me dis, mais en fait, c'est en dessous de mid. C'est-à-dire il y a des chances que je relise jamais cette œuvre, quoi. Il y a vraiment des chances que je relise jamais cette œuvre. C'est-à-dire que même si ça sortait aujourd'hui en animation, est ce que j'étais en train de me dire, est-ce que cette œuvre sera un jour adaptée? Même s'il la sortait en adaptation aujourd'hui, on se dirait non mais le scénario, faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Il tient pas. Tout le monde dirait ah mais vraiment DC ne sait plus faire des films d'animation, c'est quoi ces scénarios? Sauf que là c'est pas un scénario d'un film d'animation qui doit se finir en 1h20, c'est un tome, un événement je sais pas si allez, je vais utiliser un terme qui n'existe pas, un événement rebootal chez DC, donc qui doit reboot ou en tout cas soft reboot l'univers. Donc c'est vraiment les événements genre à la Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earth ou des choses comme ça où vraiment c'est des événements normalement qui marquent l'univers DC.
Là, celui-là, c'est vraiment, il est pris par-dessus la jambe, mais en mode, ah, c'est fun, 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 fun. Il faut qu'il y ait des combats fun, fun, fun. Et parfois de la violence, parce que c'est fun, 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 fun. Il faut que les héros, ils s'en prennent plein la gueule, mais c'est pas grave, parce qu'ils ressuscitent. Le round d'après, ils choisissent un skin, parce que il faut du fanservice et prouver qu'on connaît toutes les versions d'un personnage. Ouais, enfin, oui, vous avez accès à toutes les archives, et oui, vous êtes fan de comics, et parce que vous en écrivez, etc. Mais, enfin, c'est pas une raison pour les intégrer comme ça, de façon aussi niaise, je vais le dire, aussi niaise dans l'intrigue, quoi. Alors, je retourne sur mes notes parce que je crois que j'arrive en fait à la fin de ce que je voulais vous dire. Ouais, ça fait 20 minutes, ouais, 20 minutes pour vous dire qu'au final, ouais, c'est niais, c'est pas du front, c'est juste des combats sans intérêt qui s'enchaînent sans intérêt. Vous savez très bien comment ça va se finir. Ils essaient même pas de s'en cacher d'ailleurs, hein. Mais voilà, il faut quand même que ça dure sur 3 tomes. Donc on met des personnages, oui, il y en a certains, c'est sympa de les voir apparaître, oui, il y en a certains qui sont respectés. Et c'est là où ouais, je vais pousser un gros coup de gueule. Il y en a qui ne sont pas du tout respectés, et il y en a un qui m'a particulièrement cassé les couilles parce que c'est un de mes personnages préférés, et je comprends pas que Scott Snyder ait accepté de faire ça. C'est le personnage de Jason Todd. Spoiler. Le personnage de Jason Todd donc, participe au tournoi, parce que il est pas dans les Titans. Ouais, je sais plus s'il est dans les Titans et il en fait qu'à sa tête parce que c'est Jason Todd. À la limite, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Par contre, encore une fois, gros spoiler. Je crois que c'est les quarts de finale ou un truc comme ça. Il arrive contre le Joker. Donc, Jason Todd contre le Joker, on connaît l'histoire. Au début du combat, donc Jason Todd dit c'est une façon pour moi de me racheter, de prouver qui je suis, etc. Il tabasse le Joker dans le round 1, je crois. Je crois qu'il gagne le round 1. Joker gagne le round 2, mais je sais pas trop comment. Je crois qu'il le surprend parce qu'il y a une version. Enfin bon, bref, il utilise une version de lui-même qui est. Bref. En vrai, on s'en fout. Parce que c'est à partir du moment où Jason Todd est à 2 doigts de finir le Joker. Encore une fois, on est en quart de finale. Donc faut bien comprendre qu'à ce moment-là, dans l'intrigue de ces chaos et dans l'intrigue de cet événement, le Joker est à 2 combats de pouvoir réécrire l'univers à sa vision du monde. Donc c'est un truc qui est cataclysmique. Faut bien comprendre ça. Jason Todd fait exprès de perdre, donc de laisser le Joker avancer pour prouver, pour se donner raison en fait, pour se dire ah ouais, c'est bien ce que je pensais, je suis telle personne. Enfin, je suis content de ce que j'ai fait, je suis telle personne. Enfin, j'ai lu ça, j'ai fait bah non. Ah non, enfin, j'étais beaucoup plus énervé que ça. Je fais non, là c'est du foutage de gueule, c'est quelqu'un qui a pas compris Jason Todd. Même si c'est pas forcément le mec qui fait le bien, Jason Todd ne va pas laisser le mal gagner. Au contraire, je veux dire, il va tout donner pour éradiquer le mal, encore plus le mal qu'il a transformé, enfin, qui a littéralement détruit sa vie, comme le Joker. Il n'y a aucun monde où Jason Todd laisserait le Joker gagner. Pourtant, dans cette ordre-là, Jason Todd laisse le Joker gagner. Et encore une fois, on est en quart de finale, donc le Joker est à 2 doigts de réécrire l'univers à sa vision. Comment vous dire que c'est du foutage de gueule ? Vraiment que le personnage de Jason Todd, je crois que c'est le plus gros crachat qui s'est pris à la gueule. Alors je sais plus, non, c'est pas l'intrigue principale, je crois pas. Je crois que c'est l'intrigue secondaire. J'ai un doute. Mais c'est que en fait, l'événement, il est supervisé par Scott Snyder. Scott Snyder, il a passé plus d'une dizaine d'années sur Batman. Il écrit encore Batman avec Absolute. Il connaît cet univers-là, il connaît quand même les sidekicks, qui laisse passer ça, qui laisse passer que Jason Todd se laisse perdre contre le Joker pour prouver un point. En fait, je vais dire les termes, c'est inadmissible en fait. En tant que auteur de Batman, c'est inadmissible de laisser faire ça. Et ça m'a vraiment énervé, et ça m'a vraiment détaché. Mais je sais plus si c'est dans le tome 2 ou dans le tome 3, je crois que c'est à la fin du tome 2. Parce que j'étais vraiment à 2 doigts de dire, mais en fait, je dis pas le tome 3 là. Là, je dis pas le tome 3, on s'est foutu de ma gueule là. Et là, on a craché sur un de mes personnages préférés par un auteur qui, au contraire, est censé le plus le connaître. Je veux dire, c'est pas comme si c'était Jeff Lemire qui a pas forcément écrit le plus sur Batman, qui du coup maîtrise pas les personnages de l'univers Batman sur le bout des doigts.
c'est pas comme si c'était lui qui avait écrit ça. Non, c'est Scott Snyder qui supervise l'événement et qui laisse passer ça. Alors, c'est là où je vous dis que j'ai vraiment l'impression que c'était fait exprès pour que soit peut-être il y a eu un vote ou je sais pas où. En fait, je sais pas s'il y a eu un vote pour que le Joker passe ce round-là. Mais même s'il y a un vote, en fait, vous pouvez pas, en tant que scénariste, vous pouvez pas justifier ça à la limite que le Joker gagne de façon égale ou ouais, enfin égale dans un combat égal avec Jason Todd. Je sais pas dans quel monde c'est possible, mais on va dire que dans un monde c'est possible. Allez. À la limite, ok, mais là que Jason Todd se laisse perdre, il sait même pas se laisse perdre à ce moment-là, il se laisse tuer par le Joker pour prouver un point, pour se dire ouais non mais j'avais raison de penser ça. Ou j'avais raison, c'est la façon, enfin c'est comme ça que je veux être. Bah mais t'es plus. Tu crèves mec et en plus en te laissant tuer, tu donnes à Joker l'opportunité de tuer, enfin de réécrire l'histoire et par exemple de devenir son esclave à tout jamais. Enfin on se rend compte à quel point c'est débile. Je comprends pas comment ce passage-là a pu passer, a pu être écrit et validé par qui que ce soit en fait. C'est vraiment, je vous assure, quand j'ai lu, en fait, je lisais, j'ai lu cette DCKO en une après-midi, et quand j'ai lu ce chapitre-là, j'ai fait une pause, j'ai fait, ouais non, non, je peux pas continuer. Je crois que j'ai dû faire une pause de 2 à 3 heures en me disant, euh, est-ce que je vais jusqu'au bout ou est-ce que je lâche? Parce que d'habitude, j'ai jamais lâché un comics, hein, mais j'ai vraiment été à 2 doigts de le faire. Là, j'étais en mode, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, vraiment, il fallait que j'en parle parce qu'il fallait que je l'évacue et peut-être que je sais qu'il y avait des fans de Redwood, enfin il y a des gens qui avaient apprécié Redwood dans les vidéos que j'avais fait précédemment. Ne lisez pas des CKO si jamais vous l'avez pas fait, ou en tout cas quand vous voyez ce chapitre-là, passez-le, passez une vingtaine de pages et allez au suivant. Euh, Surtout que, allez, vu que j'ai prévenu qu'il y avait des spoils, il faut avancer le Joker pour qu'au final le Joker à la fin dise non, je me retire du tournoi parce que je préfère être méchant. C'est Et j'exagère pas, c'est littéralement ce qu'il dit. Hein. Quelques mots près évidemment, mais je crois que c'est littéralement ce qu'il dit. En mode Joker, voulez-vous continuer? Mais pour continuer, vous devez vous devez abandonner quelque chose, je crois, ou abandonner vos pouvoirs. Il fait ah non, moi je veux pas abandonner vos pouvoirs, non, moi je veux continuer à être puissant. Parce que je crois qu'il a mis la main sur un des objets cachés qui le rend ultra fort ou des trucs comme ça. Et donc plutôt que de continuer le tournoi, il décide de non, j'ai ce pouvoir-là, je n'y renie pas. Et du coup la boîte lui dit bah ok, ciao. Et il est éradiqué. Tu fais ah ouais. Et du coup Jason Todd aurait pu faire ça. Hein. Enfin. Au contraire, en plus, peut-être que l'intrigue aurait pu être meilleure imaginez si Jason Todd s'approche de la fin du jeu. Est-ce qu'il serait capable justement de renier est-ce qu'il deviendrait pas de plus en plus violent pour justement, à mesure qu'il s'approche du fait de pouvoir réécrire l'histoire, il pourrait réécrire l'histoire à sa façon pour que le mal soit éradiqué. Il deviendrait de plus en plus violent, mais pour que le mal soit éradiqué. Non, là, il abandonne et il laisse le mal gagner. À la limite, qu'il abandonne contre un autre héros, limite, je trouverais ça logique, mais qu'il fasse ça contre le Joker, c'est carton rouge, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. La fin, parce on y est, la fin, je l'ai trouvé incompréhensible. Vraiment, alors, le combat final est très épique. Superman contre Darkseid, parce que vous y attendez. Oh mon dieu, je vous ai spoilé. C'est très épique pour le coup. Je trouve que c'est bien mis en scène. Mais par contre, c'est incompréhensible. Là, vraiment, on sent que les scénaristes se sont dit on touche à l'aspect cosmique, on touche au multivers, on touche à la timeline en même temps, on touche à un peu tout en même temps. Allez, vas-y, je te mets tout dans un chapitre avec du coup, on a des voyages dans le temps, on a des réécritures d'univers qui se font comme ça. Hop, 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 je te réécris l'univers. Ah non, mais je te donne un coup, donc c'est mon univers à moi. Ah non, vas-y, c'est mon univers à moi. Vous dites là, ouais, non, enfin, ok, c'est des dieux, etc., qui s'affrontent, mais c'est incompréhensible à certains points. Et en fait, quand vous jouez autant avec la réalité, ça devient un problème. Et c'est là où je vais arriver au point que j'avais lancé au tout début d'épisode, enfin de vidéo. Je pense que cette œuvre s'intègre parfaitement à DC, au DC actuel, surtout dans les comics, avec le problème global de Darkseid.
J'ai l'impression que dans les comics depuis, je crois que c'est quasiment depuis Rebirth, un peu avant Rebirth en réalité, ils ont un gros problème Darkseid chez DC. C'est-à-dire qu'ils savent pas quoi en faire de ce personnage-là qui est parfois trop fort et parfois qui peut être tué dans un seul univers enfin, tué ou battu dans un univers par Superman sans que Superman ne devienne un dieu juste par l'effort, par la coordination d'équipe, etc. Donc là, maintenant, ils ont fait en sorte que Darkseid devienne un mec tellement fort que il est fort dans un univers, mais il peut écrire également des univers lui tout seul. Donc c'est pour ça qu'il y a l'univers Absolute qui est créé par Darkseid. D'ailleurs, les personnages d'Absolute font une apparition dans des CKO. Là, vraiment, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Vraiment, Scott Snyder a fait apparaître ces personnages-là pour les faire apparaître pour dire, regardez les personnages que j'ai créés, regardez l'univers que j'ai créé. Ah, ils sont trop forts, ils sont trop forts, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Ils ont qu'un, enfin, vraiment, c'est littéralement ça dans le truc, c'est que les héros disent, oh, mais c'est quoi ces versions de nous-mêmes? Mais elles sont monstrueusement fortes. Comment ça se fait, etc. Et enfin, moi, en lisant ça, je fais, oui, Scott, j'ai compris que t'aimes beaucoup l'univers que t'as créé et t'as raison de bien l'aimer, mais c'est pas une raison justement pour l'intégrer partout et d'en faire les personnages principaux de ce moment-là, les chevaliers de l'Apocalypse comme ils l'appellent à ce moment-là. Sauf que, enfin, encore une fois, pour l'intrigue, ils apparaissent, mais pour les besoins de l'intrigue, hop, ils sont évacués aussi vite qu'ils sont apparus, quoi. Alors qu'ils tabassaient les héros, limite à une main dans le dos. Bref, bref. Donc ouais, le problème global de Darkseid, c'est-à-dire que Darkseid à l'heure actuelle est trop puissant pour DC. Et en fait, le truc c'est qu'il est trop puissant, mais ils savent pas quoi en faire. C'est-à-dire que là, du coup, l'univers il est réécrit. De ce que j'ai compris, à la fin, encore une fois, gros spoiler, Superman a réécrit l'univers, mais pour ça, il a dû disparaître. Sauf que Superman ne peut pas disparaître, donc il va forcément réapparaître. Mais s'il réapparaît, ça veut dire que Darkseid va forcément réapparaître aussi. Parce que les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. C'est un peu le Joker et Batman, si l'un existe, l'autre existe forcément. Euh, Ne serait-ce que par un ratio de puissance, parce que si Superman existe, et à part Doomsday, il n'y a personne qui peut lui tenir tête. Donc ils ont besoin que Darkseid existe. Le problème, c'est que à l'heure actuelle, Darkseid est plus fort que Superman, vu qu'il peut toucher toutes les dimensions et tous les univers. Sauf que vraiment, c'est ultra confus, je trouve, ce personnage-là, parce que j'ai l'impression qu'il existe une fois partout, mais dans chaque univers, il existe également. C'est c'est vraiment bizarre et encore une fois, ça touche un problème que DC a à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont rendu Darkseid beaucoup trop fort et ils savent pas comment le. J'ai l'impression qu'ils savent pas vraiment comment manier ça. Est-ce qu'ils le font disparaître à tout jamais ou est-ce qu'ils le réduisent en puissance? Mais dans ces cas-là, il faut trouver quelque chose qui est encore plus puissant pour continuer à justifier ces crises cosmiques. Ou pas. Alors, je sais que là, il va y avoir donc une nouvelle Crisis. Donc après Crisis on Infinite Earth, Infinite Crisis, il y en a eu une autre entre temps. Je sais plus c'était laquelle. Infinite Crisis on Infinite Earth, je crois, ou un truc comme ça. Là, maintenant, la prochaine, c'est évidemment Absolute Crisis, qui va être à nouveau écrit par, je pense, par Scott Snyder. Ça m'étonnerait pas. Euh, En fait, je sais pas, j'espère que DCKO est une sorte de mise en bouche pour cette crise-là qui va être beaucoup plus logique et beaucoup plus prise au sérieux. Mais cette œuvre-là de DCKO, en fait, ça fait une demi-heure que je suis dessus et elle mérite même pas que je passe une demi-heure dessus pour être tout à fait franc. C'est vraiment pas du front, c'est vraiment. Faut lire ça comme si c'était ouais du fan service. Faut vraiment lire ça comme si c'était du fan service en fait. C'est comme si c'était ouais j'aime bien ce personnage là donc peut-être que je vais le voir affronter tel personnage etc. Sauf que pour être tout à fait franc, si vous voulez ce genre de choses, achetez une justice ou regardez sur une justice un combat entre Cyborg contre Martian Manhunter ou même dans ce jeu, même dans cet univers là, il y a des moments où il y a des univers de Warner qui arrivent. À la fin, on voyage dans des univers de Warner. Et vous dites là, vous dites, ouais, mais enfin, ok, mais on a compris le fan service, quoi. Mais genre, donc pour combattre Darkseid, vous avez. Je vais y venir parce que en fait, oui, il y a je vais juste, voilà. Désolé, hein. Hop. Euh,
Je vais pas le trouver évidemment. Ah, je vais pas trouver. Ah, voilà, ici. Vous avez. Alors, je sais pas si ça va être bien visible. Regardez juste là. Donc, comme je vous l'ai dit, le Joker, il arrive à ce moment-là. Je crois qu'on est au quart de finale, un truc comme ça. Donc, vous avez. Voilà. On sent le mec super pro. Vous avez donc le Joker qui va qui découvre enfin, qui se rend dans l'univers de la poupée. Je sais plus comment ça s'appelle, la poupée. Euh, horrifique là, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a également Homelander de The Boys qui fait une apparition. Enfin, c'est vraiment, ils ouvrent le fan service à gogo et encore une fois, la justification, elle est ta gueule, c'est magique. Vraiment, c'est ça, c'est ta gueule, c'est magique et c'est good enough. Et ça ira très bien. Et puis de toute façon, tu vas pas réfléchir, t'es juste là pour voir des beaux dessins et voir des héros s'affronter, etc. Donc ouais, j'en ressors vraiment très très mitigé sur cette œuvre et encore une fois, comme je l'ai dit, je pensais qu'elle était mid et en fait, en y repensant, en la redécrivant, en me revoyant certaines cases, elle est en dessous de mid en réalité, elle est en dessous de mid, c'est pas suffisant, en fait, je trouve que on peut pas considérer ça comme suffisant au bout d'un moment, il faut qu'on mette un peu des barbelés, j'ai envie de dire, et prévenir que ouais, ok, le fanservice c'est cool, sauf qu'il y a des moments où tu peux pas baser une œuvre entière sur le fanservice. Tu peux pas te dire on va faire un tournoi, tu peux pas écrire une crise cosmique de l'univers DC en te disant on va faire un tournoi façon jeu vidéo où les héros s'affrontent entre eux à coup de best of three où ils peuvent prendre des skins d'eux-mêmes. Enfin, au bout d'un moment, il doit avoir des limites en fait. Il doit avoir des limites et je pense que la limite a été franchie avec cette œuvre-là. Et peut-être que c'est le chapitre sur Red Hood qui me fait vraiment baisser encore la note, c'est-à-dire que ce qui est peut-être pour certains une œuvre mid, une crise, une crisis de décès un petit peu, un petit peu moyenne, voire complètement moyenne. Pour moi, elle est en dessous de moyenne à cause du fait qu'il y a un personnage qui n'est pas respecté et c'est un personnage qui est important à mes yeux. Et quitte à le faire apparaître, autant le faire respecter, quoi. Ne pas le faire, ne pas faire ce genre de choses, quoi. Euh, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Et pour des gens qui justement basent toute leur œuvre sur le fan service, vous pouvez pas tuer un personnage, enfin vous pouvez pas tuer un personnage comme ça, comme Jason Todd, le massacrer comme ça. Quand je dis tuer, c'est le massacrer comme ça. C'est pas possible. Le contraire absolu du fan service. Alors peut-être qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans du Joker en disant oh, le Joker quoi qu'il arrive il tue Jason Todd, il est tellement fort. Non, non, Jason Todd, s'il a la possibilité, il va tuer le Joker, quoi. Surtout là, si c'est un combat où ses actions ont quasiment aucune conséquence, il va tout faire en sorte pour tuer le Joker. Je crois pas un seul instant qu'il se laisse tuer par le Joker pour prouver qu'il a raison. En y repensant, putain, quel chapitre de merde. Oh, quel chapitre de merde. Allez, c'est tout pour cette intrigue, enfin pour cette intrigue pour DCKO. Comme vous l'avez compris, c'est pas l'œuvre que je vous recommanderais pas du tout. Si vous voulez vous lancer dans un, si vous voulez vous lancer dans une crisis façon DC, lisez Crisis on Infinite Earth. Au moins il y a des vraies conséquences, au moins il y a des vraies, oui il y a des vraies conséquences, il y a une vraie menace cosmique, etc. Là c'est juste du fan service. Enfin, en réalité c'est juste du fan service. Et encore une fois, vous allez sur YouTube, vous tapez Injustice, tel perso contre tel perso, vous obtiendrez ça. Vraiment. C'est vraiment quasiment ça. Allez, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour cette œuvre. Donc encore une fois, par contre, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé au contraire cette œuvre dans les commentaires. Je serais ravi d'en discuter avec vous et qu'on échange nos points de vue, parce que vous avez pu aimer ce qui a pu m'échapper. C'est encore une fois, je serais ravi d'en parler. Et puis voilà, moi je vous laisse là, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Alors je sais pas, j'ai pas encore décidé sur quoi j'allais baser la prochaine vidéo. Je pense que ça va être sur une œuvre classique, genre peut-être The Killing Joke, expliquer pourquoi c'est un essentiel et que c'est l'œuvre qu'il faut absolument lire quand on veut se lancer dans les comics. Je sais pas, on verra. Enfin, j'ai pas encore totalement acté ma prochaine vidéo. En tout cas, c'est tout pour celle-ci. Merci de l'avoir regardé, portez-vous bien et je vous retrouve quand vous le souhaitez pour de nouvelles vidéos.